Et bien voilà, nous attaquons maintenant les exercices. Donc j'espère que tu t'es reposé un petit peu après les méthodes et que tu es en pleine forme pour venir effectuer ce nouveau travail. Alors, 1. Flux thermique à travers une fenêtre. Soit une fenêtre de dimension 1 m x 1 m 20 et d'épaisseur 3 mm. La conductivité thermique du verre vaut lambda est égale à 1,15 watts par mètre par Kelvin. La question est de calculer le flux thermique traversant cette fenêtre en considérant une température intérieure de 20 degrés Celsius et une température extérieure de 0 degrés Celsius. Voilà. Bon, la question, elle est directe, elle est simple. C'est à toi d'y répondre. Papier, crayon, tu arrêtes la vidéo et c'est parti. À tout à l'heure pour la solution. Alors, résolvons ici ce problème. Donc, on nous demande de calculer le flux thermique traversant cette fenêtre. Donc, la formule pour connaître un flux thermique, c'est que le flux thermique, c'est une différence de température sur une résistance thermique. Alors, est-ce qu'on connaît tout ça? Est-ce qu'on connaît la différence de température? Eh bien oui, puisqu'on a une température intérieure de 20 degrés Celsius et une température extérieure de 0, ça veut dire qu'on a un delta T qui est égal à 20 degrés Celsius. Donc ça, c'est très bien. La résistance thermique, non, on ne la connaît pas. Par contre, on sait que la résistance thermique, c'est E sur lambda S. Où E, c'est l'épaisseur de la fenêtre, lambda, c'est sa conductivité thermique, et S, sa surface. Et ça, on nous les donne. Donc, on nous dit effectivement que E vaut 3 mm, ce qui fait 3 10 moins 3 mètres. On nous donne les dimensions, la surface c'est 1 fois 1 m 20, donc ça veut dire que c'est 1 m 20 au carré. Et enfin, on nous donne la conductivité thermique qui vaut 1,15 fois watts par mètre par Kelvin. Voilà. Donc avec ça, je peux tout calculer. Donc tout d'abord, la résistance thermique qui sera égale à 3 fois 10 exposant moins 3 divisé par 1,15 fois 1,20. Ça nous fait 2,17 10 exposant moins 1 Kelvin par watt. OK? Et donc, grâce à ça, maintenant, je peux calculer la puissance thermique qui est égale à delta T qui vaut 20 sur cette résistance thermique que je viens de calculer. Donc, 2,17 10 moins 3. Pourquoi j'ai mis 10 moins 1? C'est 10 moins 3. Voilà. Alors, attention, quand je fais ça, je laisse toutes les décimales dans la machine à calculer de façon à avoir une réponse aussi précise que possible. Donc, ça fait 9200 watts ou encore 9,2 kW. Voilà, et ceci termine donc cet exercice. J'espère que c'était clair, et on passe donc tout de suite au deuxième. À tout de suite. Alors, dans cet exercice, nous considérons un chauffe-eau électrique. Donc, un chauffe-eau électrique a une contenance de 150 litres. Il se présente sous la forme d'un cylindre de 80 cm de haut et de 50 cm de diamètre. Il chauffe l'eau qu'il contient à une température initiale de 10 degrés Celsius jusqu'à une température de 50 degrés Celsius. Il est entouré d'un isolant thermique de conductivité thermique lambda est égal à 0,033 watts par mètre par Kelvin, d'une épaisseur de 4 cm. Question. On vous demande de calculer l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau contenue dans le ballon. Enfin, 2. On demande de calculer l'énergie nécessaire pour maintenir l'eau chaude à 50 degrés Celsius pendant 24 heures. On prendra comme température extérieure la température de 20 degrés Celsius. Voilà, eh bien c'est un énoncé complet. C'est à vous de répondre. Papier crayon. C'est parti. Donc le deuxième exercice que nous demandons, d'abord de calculer l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau contenue dans le ballon. Donc pour chauffer l'eau contenue dans le ballon, d'accord, il faut exprimer là une énergie comme Cm fois delta θ. Cm delta θ, où le C, c'est la capacité calorifique massique de l'eau. Alors, est-ce qu'on nous donne tout ça? Alors, la capacité thermique massique de l'eau, où est-ce qu'elle est? On ne me le donne pas? Non, mais c'est une donnée qu'en général, il faut connaître.
hein, c'était 4185, on l'a vu dans les rappels, que souvent on donne comme étant 4,2 10 exposant 3. Alors, la masse d'eau, on ne nous la donne pas non plus, mais on nous dit que la capacité, hein, la contenance, c'est 150 litres. Donc 150 litres d'eau, ça équivaut à 150 kg, donc fois 150 ici, et fois la différence de température. Alors, la température, on part de 10 degrés, et on veut arriver à 50 degrés, donc la différence de température est de 40. Donc si je fais le produit de tout ça, j'obtiens effectivement 25,2 fois 10 exposant 3 kJ. Ou encore, ça c'est l'équivalent à des mégajoules. Ok, voilà la réponse à la question 1. Alors, pour la question 2, que veut-on là? On veut l'énergie nécessaire pour maintenir l'eau chaude à 50 degrés Celsius pendant 24 heures. Et on prend comme température extérieure 20 degrés Celsius. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a des déperditions d'énergie, d'accord? Le cylindre est dans un environnement extérieur à 20 degrés Celsius. Il a bien sûr un isolant thermique, mais celui-ci n'empêche pas tout. Donc il y a des flux thermiques à travers le chauffe-eau. Et il faut calculer ce flux thermique pour savoir de combien il faut le compenser, donc, sur une journée. Alors le flux thermique, c'est la différence de température divisée par la résistance thermique. De nouveau, la résistance thermique, on l'a pas, mais on sait que c'est E sur lambda S. Donc j'intègre tout cette fois-ci. Donc c'est delta θ. Et la résistance thermique, c'est E sur lambda S, c'est-à-dire c'est E, et on va multiplier en haut par lambda S. Voilà. Donc si je remplace le delta θ, qui vaut 50 degrés Celsius, par rapport à l'extérieur, qui vaut 20 degrés Celsius, ça va faire 30. 30 fois lambda. Fois lambda, c'est quoi lambda? Lambda, c'est 0,033, d'accord, qui est bien exprimé dans les unités du système international. La surface, eh bien, il faut la calculer. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On a un cylindre de 80 cm d'eau avec un diamètre de 50. Donc voilà ce qu'on a. On a ici une hauteur de 80 cm pour un diamètre là qui vaut 50. Donc il faut calculer la surface de ça. Ok? Donc je vous laisse faire, c'est un petit problème de géométrie simple. Ok? Et puis le résultat ici final, il faut le diviser par l'épaisseur de l'isolant. Voilà. Et bien donc je vous laisse calculer ça. Et ce que vous allez trouver, c'est que c'est égal à 19,6 watts. Voilà. Donc le chauffe-eau doit recevoir 19,6 joules à chaque seconde pour maintenir l'eau à température. Parce que ça, ce sont le flux thermique, 19,6 watts, d'accord? C'est la puissance qui est dissipée. Donc pour garder l'eau à température, il faut donner cette énergie de 19,6 joules au cours de chaque seconde. Ce qui veut dire que sur une journée, il va falloir donner une énergie au chauffe-eau qui est de 19,6 fois 3600 secondes pour faire une heure, fois 24 heures, d'accord, pour garder la température de 50 degrés. Ce qui nous fait 1,70 fois 10 exposant 6 joules. Ou encore 1,70 mégajoules. Voilà. Et donc ceci termine cet exercice 2. Ok. J'ai été un petit peu vite. Il y a juste une chose que je n'ai pas fait. Je ne vous ai pas calculé la surface là. C'est ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir répondre et arriver au bout de cet exercice comme je l'ai fait. Voilà. À tout de suite pour le suivant. Ce sera déjà le 3. Alors, dans cet exercice, on veut calculer un transfert d'énergie, comme on l'a vu en première S d'ailleurs. Donc, il s'agit, de calculer l'énergie nécessaire pour transformer 500 g de glace à moins 3 degrés Celsius en 500 g d'eau à 20 degrés Celsius. Deuxièmement, on introduit dans un calorimètre 250 ml d'eau à 25 degrés Celsius et 2 glaçons, de masse totale de 10 g à moins 18 degrés Celsius. Calculer la température finale du mélange. Alors, les données qu'on a sont la capacité calorifique massique de la glace, c'est 2,06 joules par gramme par degré Celsius. La capacité calorifique massique de l'eau liquide, qui est elle de 4,18 joules par gramme par degré Celsius. Et enfin, la chaleur latente de fusion,
de la glace qui est de 334 joules par gramme. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué. Allez, c'est à vous de jouer. Donc voici la solution de cet exercice 3. Donc pour traiter ce genre de questions, bien sûr, il faut bien distinguer les différentes étapes d'augmentation de température sans changement d'état, et puis là où les étapes de changement d'état à température constante. Donc ici, il y a 3 étapes. On va d'abord échauffer la glace de moins 3 degrés à 0 degrés Celsius, d'accord? Donc c'est une augmentation de température quand on est dans l'état glace, état solide. Puis il va y avoir la fusion. On va passer de l'état solide à l'état liquide, durant lequel il n'y aura pas de changement de température. Et puis enfin, on va chauffer l'eau de 0 degrés Celsius à 20 degrés Celsius. Donc 3 étapes. Alors allons-y pour la première étape. Première étape, donc on va élever la température de la glace de moins 3 degrés à 0 degrés Celsius. C'est ce qu'on va appeler E1. Donc E1 sera donc égal à la capacité calorifique massique de la glace, Cg, fois la masse de la glace, fois la différence de température. Ce qui fait dans ce cas-ci, suivant les valeurs qui sont données dans l'énoncé, 2,06 joules par gramme, attention, vous êtes en grammes, et donc il y a 500 grammes de glace, donc c'est bien, vous multipliez par 500, et puis il faut encore multiplier par le delta θ, et le delta θ ici c'est 3 degrés, donc fois 3, ce qui nous donne une énergie pour élever la température de la glace de 3 degrés qui est égale à 3090 joules. Voilà pour l'étape 1. Lors de la deuxième étape maintenant, on va transformer cette glace en eau. Donc là, ça se passe à température constante. Et l'énergie, eh bien, c'est la chaleur latente de fusion fois la masse de la glace. Alors la chaleur latente de fusion, on voit là, c'est 334 joules par gramme, 334. Les grammes, eh bien, il y a 500 grammes, donc 334 fois 500, ce qui nous fait 167 000 joules. Remarquez ici la quantité énorme que cela représente par rapport à l'élévation de 3 degrés, de température de la glace de 3 degrés. D'accord? Donc ce qui implique un changement d'état en général demande des énergies assez élevées. Alors troisième étape, E3, c'est l'augmentation de température maintenant dans l'état liquide pour l'eau. Donc on va passer de 0 à 20 degrés Celsius. Donc E3 sera égal à la capacité calorifique massique de l'eau fois la masse de l'eau fois la différence de température, cette fois-ci dans l'état liquide. C'est-à-dire qu'on va avoir 4,18, attention, c'est des joules par gramme, donc il faut multiplier par des grammes qui sont toujours 500, et il faut multiplier par la différence de température entre 0 et 20, ça fait 20. Et donc, l'énergie 3, ça va faire 41 800 joules. Voilà. Donc l'énergie totale maintenant qui va être dépensée finalement pour transformer 500 grammes de glace à moins 3 degrés en 500 grammes d'eau à 20 degrés, ben c'est la somme de 1, 2, 3. Donc l'énergie 1 plus l'énergie 2 plus l'énergie 3. Et si vous calculez ça, vous prenez votre machine et vous trouvez que ça fait 212 kJ. Donc il faut cette énergie, en gardant 3 chiffres significatifs, d'accord? Il faut cette énergie pour transformer la glace en eau aux températures qui est indiquée. Voilà, voilà. Alors, pour la question, la sous-question 2, qu'en est-il? Alors, on y va pour la sous-question 2. On veut introduire dans un calorimètre 250 ml d'eau à 25 degrés Celsius et 2 glaçons, de masse totale 10 grammes à moins 18 degrés Celsius. Calculer la température finale. Bon, eh bien là, on va considérer qu'il n'y a aucun échange d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur d'un calorimètre. D'accord? On va considérer que c'est un calorimètre parfait. Donc l'énergie gagnée par les glaçons est égale à l'énergie perdue par l'eau. On va négliger l'énergie échangée avec le calorimètre aussi. Et on suppose que tous les glaçons ont complètement fondu. Le mélange est donc uniquement constitué d'eau liquide à la température inconnue θF. D'accord? Alors on y va. Quelle est l'énergie gagnée par les glaçons? Ce qu'on va appeler E1.
l'énergie gagnée par les glaçons, c'est la capacité calorifique massique de la glace, fois la masse de cette glace, fois la différence de température. Alors, la différence de température, puisqu'on avait des glaçons à moins 18 degrés Celsius, on va aller jusqu'à 0. Donc la différence de température, ça va être fois 18. Voilà, ça c'est pour amener la glace à une température de 0 degré Celsius. Maintenant, à cette température-là, il faut que la glace fonde. Donc ça va être la chaleur latente de fusion fois la masse des glaçons. Puis, une fois qu'on est à l'état liquide, d'accord, ces glaçons vont, ce qui était glaçon au départ, va atteindre la température finale du liquide. Donc ça va être cette fois-ci la capacité calorifique massique de ces glaçons qui sont devenus de l'eau, fois toujours la masse de ces glaçons, fois la température finale à laquelle arrive finalement le mélange final. Ok? Voilà. Voilà ce à quoi est égal E1. Alors si maintenant je calcule l'énergie perdue par l'eau, l'énergie perdue par l'eau, elle c'est facile, puisqu'on se retrouve toujours dans l'état liquide. Ce qu'on va avoir, c'est simplement la capacité calorifique massique de l'eau fois la masse de l'eau que l'on avait, d'accord, fois la différence de température de l'eau entre l'état final, et la température de l'eau qui était au début, qui était de 25 degrés Celsius. Voilà. Ok? Donc, toutes les grandeurs ici sont connues, sauf θf. Il faut donc poser l'équation E1 égale 2 et isoler θf. Donc il faut écrire ici que E1 est égal à E2, ce qui veut donc dire que CGMG fois 18 plus LFMG plus CEMG fois θf est égal à CEME fois θf moins CEME fois 25. Et donc, si je veux calculer la température finale, ce que je vais faire, c'est mettre les termes qui dépendent de cette température finale à gauche. Donc, je vais avoir CEMG moins CEME fois la température finale que j'ai fait passer à gauche. Donc, ce terme-ci qui était déjà à gauche, et ce terme-ci, je l'ai fait passer à gauche, donc il prend le signe moins. Qui sera égal à quoi? Qui sera égal à moins CGMG fois 18, moins LFMG, moins CEME, fois 25. D'accord? Donc c'est ce terme-ci qui est là, et puis ces deux-là que j'ai fait passer à droite. Et donc pour obtenir θf, je vais diviser ce qu'il y a ici dans le membre de droite par le coefficient qui est là. Donc je vais diviser mon crochet là par ceci. Et en remplaçant là-dedans par toutes les valeurs adéquates, je vous laisse faire, vous allez trouver une température finale, en fait, qui est de 20,6 degrés Celsius. Voilà. Et ça termine cet exercice. Ok? J'espère que je n'ai pas été trop vite. Hein. Vous avez toutes les étapes, hein, finalement. Vous avez juste à remplacer à la fin. Par la masse de glace, la masse d'eau, etc., etc. Ok? Voilà, voilà. Allez, on se voit pour le prochain. À bientôt. Alors, pour ce quatrième exercice, nous avons un exercice complet de bac. D'accord? Donc, il est un petit peu long. Donc, comme d'habitude, pour des exercices de bac, il faut lire relativement rapidement ce qu'il y a dans tous les documents pour savoir où aller chercher les données. Et puis, regarder les questions et en voyant les questions, effectivement, être capable d'aller chercher ce qu'il faut dans les différents documents et additionner à cela vos connaissances pour pouvoir répondre. Donc pour ce premier exercice-là, parce que le 5 et le 6 sont aussi des exercices de type bac, celui-ci, je vais le lire entièrement avec vous, ce que je ne ferai pas pour les autres, d'accord? Et puis nous répondrons ensemble. Donc, la pratique du sauna est une tradition finlandaise vieille de plus de 2000 ans. À l'origine, il s'agissait de s'installer dans une petite cabane en bois dont on chauffait l'atmosphère avec des pierres brûlantes. De nos jours, la pratique du sauna peut avoir lieu dans une pièce équipée d'un poêle électrique, figure 1, dans laquelle on prend un bain de vapeur sèche.
Parmi ces nombreuses vertus, on peut citer la stimulation de la circulation sanguine et l'élimination de la fatigue. Un particulier souhaite installer un sauna chez lui. Il achète un poêle électrique spécifique et s'intéresse aux matériaux nécessaires à la construction de la pièce de dimension 2x2x3. Le poêle est constitué d'une résistance chauffante. Des pierres sont posées sur l'appareil, elles ont pour but de générer de la vapeur lorsqu'on y verse de l'eau. Le terme sauna qualifie également la pièce dans laquelle est pratiquée cette tradition ancestrale. Alors, extrait de la notice du poêle électrique fournie par le constructeur, traduit du suédois. Donc voilà la vue en coupe verticale du sauna. Okay, vous avez le poêle, vous avez des banquettes. Ici et là, vous avez d'autres petites informations comme les entrées et les sorties d'air. Voilà. Donc l'aération du sauna, l'air frais est dirigé directement de l'extérieur par un tuyau d'environ 100 mm de diamètre placé 500 mm au-dessus du poêle. Ah, c'est ici. Vers le sauna. L'air frais peut aussi être envoyé sous le poêle près du sol, en B, ici. Dans l'alimentation en air frais, il est essentiel de veiller à ce que celui-ci se mélange le plus efficacement possible à l'air chaud et à la vapeur du sauna. L'air évacué est dirigé vers l'extérieur par une trappe située sous les banquettes, c'est ici, le plus loin possible de l'arrivée d'air frais. Donc, l'air va s'échapper par là. Durée du préchauffage du sauna. La durée de préchauffage du sauna est le laps de temps nécessaire pour chauffer le sauna à la température souhaitée pour la séance. Ce temps dépend notamment de la température voulue, la position de réglage de la température, de la quantité de pierre, du volume du sauna et des matériaux constituant les parois du sauna. Moins on utilise de pierre, plus le sauna chauffe vite. Cependant, une plus petite quantité de pierre ne donne pas autant de vapeur. La durée de préchauffage varie en général entre 40 et 70 minutes. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, on nous donne des caractéristiques techniques du poêle, telles que poêle modèle Super 10, quelle est la puissance, volume du sauna, minimum, maximum, poids sans pierre, quantité de pierre maximale, dimension du poêle. Voici la capacité thermique massique, la conductivité thermique et la masse volumique de quelques matériaux. La résistance thermique en Kelvin par watt d'une paroi a pour expression ceci. C'est bien, c'est celle qu'on utilise depuis toujours, depuis le rappel, avec lambda, E et S qui sont donnés ici. Le flux thermique, quant à lui, est donné comme ça. Ok, tout ça on connaît. On connaissait déjà ça, c'est bien. Alors, voici les questions. Les transferts thermiques mis en jeu lors du chauffage. Caractérisez chacun des types de transferts thermiques principaux mis en jeu lors du chauffage par le poêle de l'air ambiant ou des pierres. Pour cela, recopiez et complétez le tableau suivant. Voilà. 1-2. Que symbolisent les flèches représentées sur la figure 1 de la notice du constructeur? Donnez une raison justifiant le choix de l'emplacement de l'entrée de l'air. Même question pour le choix de l'emplacement de la sortie de l'air. 1-4. En s'appuyant sur les caractéristiques du poêle choisi, montrez que ce choix est adapté aux besoins du particulier. Ok, voilà pour le 1. 2. Les matériaux pour la construction de la pièce. Le particulier hésite entre le bois de sapin et le béton pour les parois de son sauna. 2.1. Comparez le flux thermique traversant une paroi de bois de sapin et une paroi de béton sans effectuer de calcul numérique. Formulez un conseil au particulier. 2. Quelle serait l'épaisseur d'une paroi en béton pour que, en termes d'isolation thermique, elle soit équivalente à une paroi en sapin de 5 cm d'épaisseur? Ok. Partie 3. Les pierres posées sur le poêle. Les pierres utilisées sont souvent d'origine volcanique car elles n'éclatent pas sous les chocs thermiques. C'est le cas de la stéatite. 3.1. On fait l'hypothèse que lors du préchauffage, la puissance du poêle est intégralement utilisée pour le chauffage des pierres d'origine volcanique. À l'aide des caractéristiques électriques du poêle, déterminez la durée ΔT nécessaire pour porter une masse M de 20 kg de pierre de la température de 25 degrés Celsius à la température de 250 degrés Celsius, atteinte par les pierres à l'issue du préchauffage. 3.2. D'après la notice, l'hypothèse précédente est-elle vérifiée? Proposez une explication. Bon, et bien voilà un exercice très complet, qui arrive évidemment
lors du bac, puisque c'est une question de bac. Ok? Donc il faut savoir résoudre ce genre de choses en tenant compte donc des documents et de tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà, ben écoutez, c'est à vous, bon courage, et on se voit juste après donc pour la solution. Mais faites tout avant de venir voir la solution. A tout de suite. Alors, allons-y pour les réponses. Donc, lorsqu'on fait le chauffage par le poêle de l'air de la pièce, quel est le mode de transfert thermique principal? Eh bien ici, la réponse est de la convection. D'accord? On le voit bien d'ailleurs lors du schéma, ici les flèches représentent les mouvements d'air et on voit qu'il y a des mouvements convectifs, des mouvements qui tournent. Donc c'est de la convection. Ok. Est-ce qu'il y a ou pas du déplacement de matière? Ben oui, lors d'une convection, il y a un déplacement de matière. Il va y avoir déplacement de l'air dans la pièce. Ok. Deuxièmement, ici à droite là. Chauffage par le poêle des pierres. Ben, les pierres qui sont posées sur le poêle sont chauffées par conduction. Hein, c'est du transfert de proche en proche. Est-ce qu'il y a un déplacement de matière dans ce cas-là? Eh bien non, c'est sans déplacement de matière. Voilà, ça c'est la question 1.1. Pour la question 1.2, que symbolisent les flèches représentées sur la figure 1 de la notice du constructeur? Donc que symbolisent les flèches sur la figure? Je vous ai déjà donné la réponse lors de la réponse 1.1. C'est les flèches symbolisent les mouvements d'air. D'accord? C'est les mouvements convectifs ici qui sont représentés. Voilà, hop. Donc c'est les flèches symbolisent les mouvements d'air. C'était simple. Ok. 1.3. Donnez une raison justifiant le choix de l'emplacement de l'entrée de l'air. Même question pour le choix de l'emplacement de la sortie de l'air. Alors, qu'en est-il ici? À quoi joue-t-on? La disposition de l'entrée et de la sortie permet d'optimiser les mouvements de convection, afin de s'assurer que l'air frais se mélange rapidement à l'air chaud, que l'air circule dans l'intégralité du sauna, cellule de convection, et ne s'évacue pas trop vite. Donc voilà, on fait rentrer ici, ou là, de sorte à ce que ça puisse faire une belle convection dans toute la pièce, avant de pouvoir sortir. Ok, voilà la raison. En s'appuyant sur les caractéristiques du poêle choisi, montrez que ce choix est adapté aux besoins du particulier. Alors, quel est le poêle choisi? Le poêle choisi, c'est celui-ci. D'accord? Caractéristiques techniques du poêle. On a ses dimensions, on a le volume du sauna, d'accord? Alors, est-ce que tout ça est bien compatible? Alors, ouais, non, peut-être? Quel est le volume? Quel est le volume qu'on veut chauffer? On l'a donné ça dans un document. 2 fois 2 fois 3. Ok? Voilà le volume de la pièce. 2 fois 2 fois 3, ça nous fait 12. Donc on a 12 mètres cubes pour le sauna. Et le chauffage qu'on a pris ici, d'accord, qui est un poêle modèle Super 10, il permet de chauffer un volume de 8 à 15. Donc on est bien compatible, d'accord? On a choisi un poêle qui est capable de chauffer d'un volume minimum de 8 à un volume maximum de 15, et donc en particulier les 12 pour la pièce qu'on a. Ok, donc ça fonctionne. Passons alors aux deux autres types de questions. Donc les matériaux ici. Alors, le particulier hésite entre le bois de sapin et le béton. Et on veut comparer donc le flux thermique traversant une paroi de bois de sapin et une paroi de béton sans effectuer de calcul numérique. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil au particulier? Alors, pour voir ça, il faut retourner voir les caractéristiques des éléments. Donc on a du béton ici, et on a le sapin ici. Alors ce qu'on voit directement en regardant ça, c'est que la conductivité thermique du sapin, elle est beaucoup plus faible, d'accord, que la conductivité thermique du béton. Donc le sapin a une bien meilleure résistance thermique, d'accord? Il va y avoir moins de flux thermique à travers le sapin que le béton. Donc comme le béton a une conductivité thermique plus de 10 fois plus importante que celle du sapin,
À choisir entre les deux matériaux, il faut s'orienter vers le sapin. C'est celui qui va offrir la meilleure résistance thermique. Ok? Sans faire de calcul, on peut déjà le dire. Ok? Voilà pour ce 2-1. Alors, après, pour le 2-2, quelle serait l'épaisseur d'une paroi de béton pour que, en termes d'isolation thermique, elle soit équivalente à une paroi en sapin de 5 cm d'épaisseur? Bon, pour répondre à ça, il faut que je prenne ma plume. J'y vais. Alors, pour que deux parois soient considérées comme équivalentes en termes d'isolation thermique, il faut qu'elles aient la même résistance thermique. Ok? Or, on sait que la résistance thermique, d'une façon générale, c'est E sur lambda S. Donc, si je regarde ce qui se passe pour le béton, j'aurai que le E du béton sur le lambda du béton fois la surface doit être égal à E du sapin sur le lambda du sapin fois la surface. Ok? Ok. Donc, dans les deux cas, il est bien évident que les surfaces sont les mêmes. D'accord? Donc, c'est un paramètre qui n'intervient pas, je peux le supprimer. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que l'épaisseur de béton qui est nécessaire, EB, devrait être égale à l'épaisseur de sapin fois le lambda du béton sur le lambda du sapin. Et ça sont données dans les caractéristiques techniques, d'accord? C'est donc égal à l'épaisseur du sapin, on a dit que c'était 5 cm. Le lambda du sapin, rappelez-vous, le lambda du béton, pardon, c'était 1,75. Le lambda du sapin, c'était plus de 10 fois plus petit, c'était 0,15. Et donc, si je fais le rapport ici, 1,75 sur 0,15, ça fait plus de 10, fois 5, ça nous fait en fait 58. Donc j'obtiens une épaisseur de béton nécessaire qui est de 58 cm. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour le 2-2. Et on arrive alors à la sous-question 3. Donc que nous veut-on là? Donc les pierres, la stéatite. On fait l'hypothèse que lors du préchauffage, la puissance est intégralement utilisée pour le chauffage des pierres d'origine volcanique. À l'aide des caractéristiques électriques du poêle, déterminer la durée ΔT nécessaire pour porter une masse M 20 kg de pierre de la température de 25 degrés Celsius à 250. Bon, qu'est-ce que j'ai là? Alors, ce que j'ai là, c'est que l'énergie électrique fournie par le poêle est entièrement absorbée par les pierres. C'est ce qu'on me dit. Elle correspond donc à la variation d'énergie interne, delta U, qui est égale à la capacité calorifique massique de la pierre fois M fois delta T pour les pierres. D'autre part, on sait que l'énergie, d'accord, l'énergie électrique qu'il faut fournir, c'est la puissance fois un temps. Avec P, la puissance électrique du poêle. Et on sait que la puissance électrique du poêle, elle est de 10 kW. C'est donné dans les données techniques. Je vais donc avoir quoi? Je vais donc avoir que la puissance fois delta T sera égale à Cm delta T. Attention, on a un petit t, on a un grand t, c'est pas les mêmes. Le petit t, c'est le temps, le grand t, c'est la température. Voilà. Et donc, je peux ainsi déterminer delta t, qui va être égal à Cp m delta grand T, divisé par la puissance. En remplaçant par les nombres adéquats, j'ai donc Cp qui est de 980. La masse, on a dit c'est 20 kg, donc on a 20 kg, fois la différence de température, lorsqu'on va de 25 à 250, ça fait 225. Le tout divisé par la puissance du radiateur qui est de 10 kW, donc 10 fois 10 exposant 3, ça nous donne donc 4,4 fois 10 exposant 2 secondes. Ok? Donc, ici, la durée nécessaire pour porter la masse M de 25 degrés Celsius à 250 degrés Celsius, c'est 440 secondes.
C'est-à-dire encore en transformant ça en minutes secondes, eh bien ça fera 7 minutes et 20 secondes. Voilà. Et ça, c'est bon donc pour le 3-1. Alors, qu'a-t-on après pour le 3-2? Zoom, 3-2. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on nous demande? Donc pour le 3-2, ce qu'on nous demande, c'est, d'après la notice, l'hypothèse précédente est-elle vérifiée? Proposer une explication. Alors, la notice indique en fait une durée beaucoup plus grande, entre 40 et 70 minutes. Retournez voir le document adéquat. Et non pas 7 minutes et 20 secondes, mais 40 à 70 minutes. Ok? Donc d'après la notice, c'est pas ce qu'on vient de répondre. Proposer une explication alors. Ceci est dû au fait que la chaleur dégagée par le poêle n'est pas entièrement retransmise aux pierres. Le poêle chauffe l'air directement aussi. Le poêle chauffe les parois du sauna. Il y a des transferts thermiques qui impliquent des pertes de chaleur vers l'extérieur, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus longtemps pour chauffer tout. Voilà. Eh bien écoutez, ceci termine cet exercice. Et on se voit pour le prochain exercice de type bac, qui est le 5, tout de suite après. À bientôt! Alors, dans cet exercice, nous allons considérer les transferts d'énergie. Isolant thermique, faire le bon choix. Soucieux de réduire ses dépenses de chauffage, Frédéric décide d'améliorer l'isolation thermique de son habitation. Sa maison possédant un grenier non chauffé, il décide d'en isoler le sol. Données. Voici une différente données, température du grenier, de la maison, surface du sol, résistance thermique du sol, blablabla. 1-1. Dans quel sens s'effectuera le transfert thermique dans la maison de Frédéric? 1-2. Donnez l'expression puis calculez le flux thermique phi à travers le sol du grenier. Frédéric consulte de nombreuses documentations sur l'isolation thermique. Il existe de nombreux matériaux isolants, caractérisés par leur conductivité thermique notée lambda. Plus la conductivité thermique d'un matériau est élevée, plus il conduit facilement la chaleur. Utilisez le tableau suivant pour conseiller Frédéric dans son choix de matériaux. Justifiez. Voici différents matériaux avec leur conductivité thermique. Donc vous pouvez justifier, conseiller et justifier Frédéric. 1,4. La résistance thermique totale du sol du grenier doit atteindre la valeur R est égale à 6,310-2 Kelvin par watt, sachant que lorsque plusieurs parois sont accolées, la résistance thermique totale est égale à la somme des résistances thermiques de chaque paroi. Calculez la résistance thermique de l'isolant choisi précédemment par Frédéric à la question 1.3. 1.5. Frédéric a lu que la résistance thermique d'une paroi plane dépend de la conductivité thermique du matériau constituant la paroi, de son épaisseur et de la surface S traversée par le flux thermique. La résistance thermique est inversement proportionnelle à la conductivité thermique et à la surface traversée, et proportionnelle à l'épaisseur. 1.5.1. À partir des informations ci-dessus, donnez l'expression de la résistance thermique d'une paroi plane. Vérifiez l'homogénéité de votre expression. Voilà, c'est facile, on l'a déjà fait. 1.5.2. Tous les matériaux proposés dans le tableau s'achètent sous forme de panneaux rigides dans le commerce. Quelle épaisseur minimale doit posséder le panneau du matériau choisi par Frédéric? Voilà. Alors, on continue. Il y a une question 2. Principe d'un chauffe-eau solaire. Toujours dans le but de réaliser des économies d'énergie, Frédéric envisage de produire son eau chaude sanitaire en tirant profit de l'énergie solaire. Il se documente sur le principe d'un chauffe-eau solaire individuel. Voici le résultat de ses recherches. Voici le schéma du principe d'un chauffe-eau solaire individuel. Alors, ce que l'on a, c'est les choses suivantes. Un chauffe-eau solaire se compose d'un capteur solaire thermique qui se comporte comme une mini-serre. On le voit là. Dans un circuit primaire calorifugé circule le liquide caloporteur, de l'eau plus du glycol, ici là. Ce liquide s'échauffe lorsqu'il passe dans les tubes du capteur solaire et se dirige vers le ballon de stockage. 5. De l'eau sanitaire. Le liquide caloporteur cède sa chaleur à l'eau sanitaire par l'intermédiaire d'un échangeur thermique. 3. Une fois refroidi, le liquide caloporteur repart vers le capteur solaire où il sera à nouveau chauffé.
Une pompe électrique, cette, met en mouvement le liquide caloporteur lorsque la température de celui-ci est supérieure à celle de l'eau sanitaire du ballon. Alors, l'énergie solaire ne peut pas assurer la production d'eau chaude quelle que soit la saison. C'est pourquoi le ballon de stockage est également équipé d'un dispositif de chauffage d'appoint. Ensemble, 11 et 12. 2.1. Voici les questions. Citez les trois modes de transfert thermique. Les présenter brièvement. 2.2. Quel mode de transfert thermique intervient au niveau du capteur solaire, au niveau de l'échangeur thermique et à l'intérieur du ballon de stockage? Justifie. 2.3. Le fluide caloporteur s'échauffe lorsqu'il passe dans le capteur solaire. Comment varie son énergie interne? Pourquoi? Ok. Mais c'est pas fini, il y a une troisième partie. Attention, bilan thermique. Installé dans sa cuisine, Frédéric poursuit ses réflexions sur les modifications à réaliser dans sa maison, tout en se préparant une tasse de thé. Il réchauffe l'eau de son thé à l'aide de son four à micro-ondes. Lorsque les micro-ondes atteignent les molécules d'eau présentes dans les aliments, celles-ci se mettent à osciller à 2,45 10 exposant 9 fois par seconde. La mise en mouvement des molécules d'eau produit la chaleur nécessaire pour réchauffer les aliments. Voici quelques données. À quel type d'onde des micro-ondes appartiennent-elles? Déterminer la longueur d'onde des micro-ondes du four. Frédéric chauffe un volume V de 250 ml d'eau dans sa tasse. Il souhaite que la température de l'eau passe de 10 degrés Celsius à 90 degrés Celsius. Calculez la variation d'énergie interne de l'eau contenue dans la tasse. On suppose que le four à micro-ondes est bien isolé. Le four est réglé sur la position de puissance P égale 900 watts. Au bout de combien de temps l'eau du thé sera-t-elle prête? Voilà, donc 3 parties dans cet exercice, 3 parties à répondre. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage, et à tout à l'heure pour la correction que nous ferons ensemble. J'ai été plus gentil que prévu, hein, j'ai tout lu avec vous. Ce ne sera pas le cas du prochain. À tout de suite. Alors, allons-y pour les corrections de cet exercice. Donc, pour 1, isolant thermique, faire le bon choix. 1.1. Dans quel sens effectuera le transfert thermique dans la maison de Frédéric? Eh bien, un transfert thermique spontané se fait toujours du corps chaud vers le corps froid. Ce transfert se fait donc de la maison vers le grenier. Ok. 1.2. Donner l'expression puis calculer le flux thermique à travers le sol du grenier. Donc un flux thermique, c'est une différence de température, delta θ, divisé par une résistance thermique. La différence de température, c'est la différence entre la température de la maison et la température du grenier. Donc c'est 20 moins 5, ce qui fait 15. Et la résistance thermique, elle est donnée aussi dans les données, elle vaut 7,5 fois 10 moins 3. Donc je fais 15 divisé par 7,5 fois 10 moins 3, et je trouve que ça fait 2,0 kW, ou 2000 watts. Voilà. Alors, question 1.3. On veut utiliser le tableau pour conseiller Frédéric dans son choix de matériaux. Alors ce tableau donc, donne la laine de roche, le polystyrène extrudé, du liège naturel expansé, de la cellulose, et donne les conductivités thermiques de ces matériaux. Alors ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que si on veut isoler la maison du grenier, il faut choisir le matériau avec la plus basse conductivité thermique, à défaut d'autres critères comme le coût ou l'impact écologique. On doit donc choisir le polystyrène extrudé, parce que c'est lui qui a le plus petit lambda, la plus petite conductivité thermique. Donc, la question 1.3, ce sera le polystyrène extrudé. Voilà. Et ici, le 1.1, je le recomplète, donc le transfert, c'était de la maison vers le grenier, du chaud vers le froid. Ok. Voilà, donc la partie 1 de cet exercice 5 est quasiment faite. Il nous reste le 1.4. Qu'est-ce qu'on nous demande là? La résistance thermique totale du sol doit atteindre la valeur R est égale à 6.3 10-2 Kelvin par watt. Voilà, donc sachant que plusieurs parois sont accolées, lorsque plusieurs parois sont accolées, la résistance thermique est égale à la somme des résistances thermiques. Calculer la résistance thermique de l'isolant choisi précédemment par Frédéric. Bon, alors,
Qu'est-ce qu'on veut? On veut une résistance thermique du polystyrène, que je vais écrire comme ceci, qui est donc égale à, on veut 6,3 10-2, donc ça va faire 6,3 10-2, et ce qu'on avait, c'était 7,5 10-3, pour la résistance thermique déjà du sol du grenier. D'accord? Donc ça, on peut le retirer. Donc ça fait 7,5 10-3 qu'on retire du 6,3 10-2. Ça nous dit donc que on doit avoir 5,6 10-2 Kelvin par watt de polymère extrudé. Alors nous continuons avec le 1,5,1. Frédéric a lu que la résistance thermique d'une paroi dépend de ta. À partir des informations dessus, donnez l'expression de la résistance thermique d'une paroi plane. Vérifiez l'homogénéité de votre expression. Eh bien, on peut dire que la résistance du polystyrène, ce sera E sur lambda S. Alors, on connaissait déjà cette relation, mais elle se retrouve évidemment, puisqu'on vous dit là, juste au-dessus, que la résistance thermique est inversement proportionnelle à la conductivité thermique, donc elle varie en fonction inverse de la conductivité thermique, elle varie en fonction inverse de la surface traversée, et elle est proportionnelle à l'épaisseur, donc elle varie en fonction directe de l'épaisseur. Donc c'est E sur lambda S. Ok. Bon, c'est assez simple celui-là. Qu'est-ce qu'on veut encore? On veut vérifier l'homogénéité. Donc l'homogénéité, ça veut dire les dimensions. Donc quelles sont les dimensions de E sur lambda S? Eh bien, E, c'est une épaisseur, donc c'est des mètres. Lambda, c'est la conductivité thermique, c'est des watts, d'accord, par mètre par Kelvin. Et la surface, c'est des mètres carrés. Donc, je vais avoir au final que les unités, puisque des mètres moins 1 fois des mètres carrés, ça fait des mètres, tout ce qui est longueur disparaît, il va me rester simplement des kelvins par watt. Et des kelvins par watt, c'est bien homogène, hein, parce qu'on a les mêmes unités des mêmes côtés, des deux côtés de l'égalité. Ça, c'est bien l'unité qui est requise pour une résistance thermique. Donc tout va bien. Allons en 1,5,2 alors. Qu'a-t-on en 1,5,2? Tous les matériaux proposés dans le tableau s'achètent sous forme de panneaux rigides. Quelle épaisseur minimale doit posséder le panneau de matériaux choisi par Frédéric? Eh bien, puisqu'on a déterminé, ci plus haut, que la résistance thermique du polystyrène devait être de 5,6 10-2 Kelvin par watt, l'épaisseur qui va aller avec ça, ben ce sera E, qui est égal à R du polystyrène fois lambda fois S, ce qui fait donc 5,6 10-2 fois le lambda qui est le lambda du polystyrène, c'était 0,033, si je me souviens bien, fois la surface. Alors quelle est la surface? Et la surface c'est 80 mètres carrés, et donc on trouve là quelque chose qui vaut 14 cm. Voilà. Vous pouvez... Alors, nous passons maintenant aux séries, à la série 2. Donc on demande de citer les trois modes de transfert chimique, de transfert thermique et de les présenter brièvement. Donc on a la conduction, hein, qui est une transmission de la chaleur de proche en proche. On a aussi la convection, qui est la transmission de la chaleur par mouvement de fluide, dû à une différence de densité entre les zones chaudes et les zones froides du fluide. Et enfin, on a le rayonnement, tel que tout corps émet un rayonnement électromagnétique, dont le domaine de longueur d'onde dépend de la température du corps. Voilà. Ça, c'est la question de 1. J'ai répondu verbalement. Quelle est la question de 2? Quel mode de transfert thermique intervient au niveau du capteur solaire? Eh bien, c'est du rayonnement, hein, tout d'abord. C'est du rayonnement. Pourquoi?
car le capteur solaire est chauffé par le rayonnement du soleil, tout simplement. Alors, au niveau de l'échangeur thermique, qu'est-ce que c'est? Au niveau de l'échangeur thermique, c'est de la conduction. Pourquoi c'est de la conduction? Eh bien, parce que le tuyau, qui est chauffé par le fluide caloporteur, est solide, et il transmet la chaleur à l'eau du ballon par contact direct. Donc c'est de la conduction. Troisièmement, que se passe-t-il à l'intérieur du ballon de stockage? Eh bien, à l'intérieur du ballon de stockage, c'est de la convection. C'est de la convection car l'eau chauffée par le contact du tuyau devient moins dense et donc va s'élever dans le ballon, provoquant des courants de convection à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Ça, c'est la question 2.2. C'est fait. On arrive alors au 2.3. Le fluide caloporteur s'échauffe lorsqu'il passe dans le capteur solaire. Comment varie son énergie interne et pourquoi? Alors, la réponse à cette question est la suivante. Eh bien, son énergie interne augmente, car sa température augmente. D'accord? Voilà. Donc l'énergie interne augmente, car la température augmente. Voilà, voilà, voilà. Allez, on en arrive au système, à la série de questions 3. Alors, dans cette série, donc on est au niveau du bilan thermique, on demande à quel type d'onde les micro-ondes appartiennent-elles? Bon, ben les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques. Ça, c'est le 3.1. Donc ce sont des ondes électromagnétiques. Voilà comment je l'écris. 3.2. Déterminer la longueur d'onde des micro-ondes du four. Alors, comment je calcule ça? Eh bien, une longueur d'onde lambda, c'est une célérité divisée par une fréquence. Ok? Alors, la célérité et la fréquence, comment je sais? Ben, j'ai la célérité, c'est 3.00 fois 10 exposant 8. La fréquence, comment je sais la fréquence? Alors, où est-ce qu'elle est indiquée? Eh bien, on nous le donne dans l'énoncé. On nous dit que les molécules présentes dans les aliments se mettent à osciller à 2,45 10 exposant 9. D'accord? Par seconde. Donc j'ai 2,45 fois 10 exposant 9. Et si je divise 3 par 2,45 10 exposant 9, j'obtiens une réponse qui est de 12,2 cm. D'accord? Donc vous allez tout d'abord ici obtenir une réponse en mètres, que vous indiquez ensuite en centimètres, et ce sera 12,2. Voilà. Alors, Frédéric chauffe son volume de 250 ml d'eau dans sa tasse. Il souhaite que la température de l'eau passe de 10 degrés Celsius à 90 degrés Celsius. Donc on demande de calculer la variation d'énergie interne de l'eau contenue dans la tasse. Alors, la variation d'énergie interne, qu'est-ce que c'est encore? C'est delta U. Delta U, c'est W plus Q. Mais ici, il n'y a pas de travail qui est fourni, donc c'est juste un échange d'énergie, de chaleur. Donc ça va être C fois delta T. Et C fois delta T, dans ce cas-ci, ça va nous faire un C, petit c, fois M fois delta T, qui sera égal à, alors, petit c, c'est 4180. M, eh bien on nous dit qu'il y a 250 millilitres, donc ça va faire 0,25 kg. Et delta T, puisqu'on veut passer là de 10 à 90 degrés, c'est fois 80. Et donc la variation d'énergie interne que ça entraîne, c'est 84 kJ. Voilà. On suppose que le four à micro-ondes est bien isolé, le four est réglé sur la position de 900 watts. Au bout de combien de temps l'eau du thé sera-t-elle prête? Donc on cherche ici un temps. Et le temps, delta T, on sait que c'est une énergie sur une puissance. Alors, l'énergie, ben, c'est la variation d'énergie interne qu'on vient de calculer. C'est 84 10 exposant 3. La puissance, bien, c'est les 900 watts. Hein. Donc, 84 10 exposant 3 divisé par 900, ça nous fait 93 secondes. Ou encore, on a 1 minute et 33 secondes. Voilà.
Et donc on a répondu à toutes les questions de cet exercice 5, qui était de nouveau un exercice bien complet de type bac. Voilà. J'espère que c'est OK, hein, que tout ça est bien compréhensible. Et on se voit pour le dernier, où je vais vous laisser travailler un maximum. Donc, se chauffer avec le numérique, c'est ce dernier exercice de module. Un centre de données, data center en anglais, est un lieu où se trouvent regroupés les équipements constituant le système d'information de l'entreprise. Ordinateurs centraux, serveurs, baies de stockage, équipements réseau et de télécommunications, etc. Les plus connus sont ceux de Google, Facebook et Apple. Voilà. Au Val d'Europe, en Seine-et-Marne, le centre de données de Natixis permet de chauffer de nouveaux centres aquatiques et une pépinière d'entreprise. Piscine et pépinière, blablabla, blablabla. Bon, et là, c'est là que je vous laisse faire. Voilà, vous lisez convenablement. De nouveau, vous traînez pas, mais vous prenez connaissance de toutes les données qu'il y a dans les documents. Voilà des données numériques. OK? Ça continue ici. D'accord? Avec des données. Hop. Des données, jusque tout en bas. Voilà toute une série de données dont vous devez prendre connaissance. Donc vous arrêtez la vidéo par-ci par-là. Hein, vous pouvez prendre des notes à côté, des notes, pardon. Vous pouvez prendre des notes à côté. Je vais bien le dire. OK. Et puis on passe à la suite. Voilà la suite. Donc on fait l'isolation des murs du centre de données. Et voilà des questions. Bilan thermique. Ça continue. Hop. On arrive encore à la page suivante. Donc je vais vite, hein, vous repasserez des vidéos, vous vous arrêterez sur vidéo où vous voulez pour pouvoir lire. Hop. Voilà une série des questions. Question 2, 1, 2, 4. Valorisation d'énergie produite par les serveurs. Question 3, 1, 3, 2. Ça continue ici. Voilà. Nous avons un centre de données, machine thermique, et question 3, 3. Voilà. Donc un paquet de choses à faire ici. Donc vous devez un petit peu aller de l'avant, de l'arrière dans les vidéos pour bien tout lire. Prenez des notes à côté pour vous rappeler des choses essentielles. Et puis voilà, hein, vous êtes parti pour une résolution. Et dès que vous avez fini, vous revenez voir pour une solution complète. À bientôt! Allons-y donc pour la solution de cet exercice. Donc c'est l'exercice 6 et on commence par le 1.1. Donc lors de l'élaboration des plans du centre de données, l'objectif était d'obtenir le label HQE pour le bâtiment. Dans toute cette partie, on raisonnera sur un mur extérieur dont la surface est de 1 mètre carré. Quelle devrait être l'épaisseur du mur extérieur si celui-ci n'était constitué que de béton armé? Bon, donc puisqu'on veut le label HQE, ça veut dire qu'on veut une résistance thermique Z qui est égale à 4,00 mètres carrés fois Kelvin par watt. Donc, puisque Z, une résistance thermique, c'est E sur lambda S, mais que le S dont on parle est de 1 mètre carré, je ne l'indique pas, et on aura donc besoin d'une épaisseur E qui est égale à lambda fois Z. Puisqu'on travaille avec du béton, eh bien, il faut choisir le lambda du béton, ce qui fait 2,2 fois Z, qui vaut 4. Donc il faudrait avoir là une épaisseur de béton armé qui est de 8,8 mètres. Ce qui est énorme, bien entendu. Ok? Donc c'est probablement pas celui-là qu'on prendra. Alors, l'épaisseur des murs en béton armé est en réalité de 20 cm. Pour améliorer la résistance thermique des murs, on se propose d'ajouter une couche d'isolant et de la recouvrir de panneaux en polymère de 5 cm d'épaisseur afin de réaliser une étanchéité à l'eau et à l'air. Vous voyez le schéma sur la page, déjà la 3e, je pense. Hein. Voilà. L'isolant choisi est la laine de verre. Justifiez ce choix. Alors pourquoi est-ce qu'on prend de la laine de verre? Alors si vous allez regarder les caractéristiques, il s'agit de l'isolant le plus efficace. C'est celui qui a la conductivité thermique la plus faible. D'accord? Donc justification, le flux thermique phi doit être le plus petit possible.
Or, le flux thermique est inversement proportionnel à la résistance thermique. Et la résistance thermique elle-même varie comme 1 sur lambda. Donc phi est proportionnel à lambda, le flux thermique est proportionnel à la conductivité thermique. Donc si l'on veut que le flux soit le plus petit possible, il faut que lambda soit le plus petit possible. Ok? Voilà. Donc, 1, 2. Le flux thermique, on peut l'écrire avec nos différentes formules comme étant directement proportionnel à la conductivité thermique. Donc pour avoir un flux thermique minimum, il faut une conductivité thermique minimum. Et dans les isolants proposés, c'est la laine de roche qui avait ça. Voilà. C'est pourquoi on choisit la laine de roche. Allons-y pour le 1.3 alors. Déterminer l'épaisseur minimale de laine de verre, pardon, quand je dis laine de roche, c'est de la laine de verre nécessaire pour que la condition d'obtention du label HQE soit vérifiée. Donc, ici, ça veut donc dire, cette fois-ci, que la résistance thermique du béton, qu'il y a en fait, plus la résistance thermique de la laine de verre, que je vais écrire ainsi, LV, plus la résistance thermique du polystyrène, qu'on met en plus, doit être égale à 4. Ok. Alors, ces résistances thermiques valent respectivement l'épaisseur du béton sur la conductivité thermique du béton, plus l'épaisseur de la laine de verre divisée par la conductivité thermique de la laine de verre, plus l'épaisseur du polymère divisée par la conductivité thermique de ce polymère. Et ça doit donc faire 4. 4,00 si on veut être précis. Bon. Alors, ça veut donc dire que pour la laine de verre, on va voir que le E de la laine de verre divisé par le lambda de la laine de verre doit être égal à 4 moins l'épaisseur du béton sur le lambda du béton moins l'épaisseur du polymère divisé par le lambda du polymère. Ok? Et donc en finale, l'épaisseur de la laine de verre qu'on cherche, ce devra être tout le membre de droite qui est là, moins l'épaisseur de béton sur lambda béton, moins l'épaisseur du polystyrène ou du polymère considéré sur ça, fois, d'accord, le lambda élevé. Ce qui fait donc, eh bien là on remplace par tout ce qu'il faut, ok? Donc vous remplacez par l'épaisseur de béton qui était donnée, c'était 20 cm, divisé par lambda béton qu'on connaît. L'épaisseur du polymère on connaît, c'est 5 cm, d'accord? Divisé par lambda du polymère on le connaît aussi. Et puis finalement le lambda de la laine de verre on connaît aussi. Donc finalement en faisant tout ça, on trouve 0,12 mètres. Ou encore 12 cm. Voilà. C'est l'épaisseur de laine de verre qu'il faut mettre. On se rend compte évidemment que c'est nettement réduit. 12 cm de laine de verre, ça a un effet qui est vraiment majeur. C'est un très très bon isolant. Voilà. Alors, on passe alors avec tout ça dans les questions 2 maintenant. On a fini les 1. Donc question 2, que nous veut-on? Commençons avec le 2.1. Citer les 3 modes de transfert qui permettent aux ordinateurs de céder de l'énergie thermique à la pièce où ils sont stockés. Bon, c'est les mêmes 3 que d'habitude. D'accord? Donc c'est le rayonnement, la conduction et la convection. Voilà, cette question-là, elle était très simple. 2.2. Montrer alors que, dans le cadre des hypothèses faites, l'énergie thermique des serveurs, Q serveur, libérée en une journée par les serveurs, est égale à 8,3 10 exposant 11 joules. Alors, cette énergie thermique des serveurs, que je note QS, va être égale à quoi? Va être égale au flux thermique fois delta T. D'accord? Le flux thermique, eh bien, c'est 20 000, d'après les données qui étaient données, ok? Fois delta T, et delta T, ça va être quoi?
Ça va être quoi delta T? Je recherche la question de nouveau. Voilà, libéré en une journée, pardon. Donc ça va être 20 000 fois 480 fois 86 400. Ce qui fait un total de 8,29 fois 10 exposant 11 joules. Alors si vous vous demandez d'où viennent ces nombres, c'est très facile. 20 000 c'est quoi? Mais 20 000 c'est les 20 000 serveurs qu'il y a. 480 c'est la puissance électrique consommée par chaque serveur. D'accord? Donc 20 000 fois 480 c'est la puissance thermique qui est dégagée. Ok? Et les 86 400 c'est quoi ça? Et ça c'est le nombre de secondes qu'il y a dans une journée. Et donc le produit des trois fait bien ce qu'on appelle la réponse demandée. Voilà, voilà. Alors, allons-y pour le 2-3. Que nous veut-on en 2-3? En 2-3, les températures moyennes au Val d'Europe au cours d'une journée d'hiver sont rassemblées dans le tableau. Blablabla. Question 2-3-1. Calculer le transfert thermique au niveau du sol pour une journée d'hiver. On veut le Q-sol. Bon, le transfert thermique au niveau du sol, de nouveau, c'est un flux thermique fois un delta T, différence de temps, d'accord, un intervalle de temps. Le flux thermique, eh bien, c'est un delta T température divisé par la résistance thermique, le tout fois delta T de nouveau. Alors, le delta T, c'est la température intérieure moins la température extérieure. Bon, je la bouge pas pour le moment, je le laisse ainsi. Alors, divisé par la résistance thermique. La résistance thermique ici, elle va être exprimée comme S sur Z, d'accord? Puisque la résistance thermique Z tenait compte de la surface. Donc ça fait être S sur Z fois delta T. Et donc j'obtiens pour cela, maintenant, en remplaçant par tout ce qu'il faut, j'obtiens que le transfert thermique au niveau du sol, ça va être, alors delta T, c'est 23 moins 11, la température intérieure moins la température extérieure, 23 moins 11 fois, alors, 80 fois 50 divisé par 4, « 80 fois 50, c'est la surface, divisé par 4, c'est la résistance thermique en HQE, d'accord? Et de nouveau, fois delta T équivaut 86 400, donc fois 86 400. Ce qui me donne quelque chose d'assez gigantesque, ce qui me donne 1,0 gigajoule. Voilà, ça c'est une certaine quantité de chaleur, c'est pas rien du tout. Et ça c'est donc la réponse à la question 2.3.1. Continuons avec la question 2.3.2. Sachant que les transferts thermiques à travers les murs et la toiture pour une journée d'hiver sont respectivement blablabla et blablabla, déterminer l'énergie thermique perdue par l'ensemble des parois du centre de données au cours d'une journée d'hiver. Voilà. Bon, eh bien donc le 2.3.2, on va avoir que l'énergie totale perdue, ce sera 1, qui était juste calculé avant, plus 0,9, plus 0,68, qui sont les différentes contributions des différentes pertes. Donc au total, ça fera 2,6 gigajoules. Voilà, voilà. Puisqu'on a les murs qui nous donnent 9,6 10 exposant 8, puisqu'on a la toiture qui donne 68, 6,8, 10 exposant 8, attention ici, j'ai tout mis en gigas, donc c'est pour ça que j'ai 0,9 et 0,68, parce que c'est exprimé en 10 exposant 9 joules, comme vous le voyez ici. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que c'est ces unités-là. Ok, alors, il ne nous reste plus qu'une question dans cette partie 2, c'est la 2.4. Que risque-t-il de se passer au niveau du bâtiment du centre de données si rien n'est fait? Bon,
Eh bien, si vous regardez bien ce qu'on a dans les données, il y a 829 gigajoules de chaleur qui sont produits et seulement 2,6 gigajoules qui sont évacués. Donc le bâtiment va chauffer très très rapidement, hein, ok? Donc il y a, je rappelle ici, 829 gigajoules qui rentrent, d'accord, qui sont produits. Il y a, d'après le calcul qu'on vient juste faire, seulement 2,6 gigajoules qui sont évacués. Donc la température du bâtiment va augmenter énormément. Ok? Donc il faut tenir compte d'une évacuation, hein, de la chaleur. Sinon ça n'ira pas. Voilà, donc ça termine l'ensemble des questions 2. Allons-y alors pour le 3. Valorisation de l'énergie produite. C'est là qu'on arrive. Comment va-t-on valoriser toute cette énergie qui est produite? Ok. Et on commence avec le 3.1. L'énergie thermique libérée en 6 mois par le serveur est égale à 1,5 10 exposant 14 joules. On estime qu'il faut 50 kWh pour chauffer un mètre carré de logement récent, durant les 6 mois de l'année où le chauffage est en fonctionnement. Donc, quelle surface de logement ce système permet-il de chauffer durant ces 6 mois grâce au centre de données? La valeur annoncée dans le texte introductif est-elle réaliste? Alors, il faut 50 kWh pour chauffer un mètre carré de logement. Donc 50 kWh, c'est 50 fois 3,6 pour avoir une réponse avec des joules. Donc ça va nous faire 180 mégajoules. D'accord? On a transformé des watts-heure en joules. Ouais, vous vous rappelez comment on fait? C'est très bien. Donc la chaleur produite là permet de chauffer une surface de... Alors, quelle va être la surface qu'on va pouvoir chauffer avec ça? Alors, comme l'énergie libérée en 6 mois, c'est 1,5 10 exposant 14, on va donc avoir 1,5 10 exposant 14 divisé par ce 180 mégajoules, donc 10 exposant 6, ce qui me fait une réponse en mètre carré de combien? De 8,3 10 exposant 5. Pas mal. On peut chauffer une sacrée surface avec ça. Très bien. Donc le texte lui-même, si vous retournez en arrière, parle de 6,0 10 exposant 5 mètres carrés. Cette valeur, elle est donc très réaliste, hein. Donc ça, c'est à comparer avec ce qu'il y a dans le texte qui disait 6,0 fois 10 exposant 5 mètres carrés. Donc c'est bien. Le calcul était plutôt pas mal du tout. Voilà. Alors, 3.2, que nous votons là? Plutôt que de rejeter de l'air chaud à l'extérieur, il est possible d'utiliser l'énergie pour chauffer des bureaux ou des logements voisins. Une machine thermique, aussi appelée climatiseur, refroidit l'air du centre de données et chauffe l'eau du circuit d'eau chaude primaire. Le circuit d'eau chaude primaire permet ensuite de chauffer l'eau des différents bâtiments par l'intermédiaire d'un échangeur. Ok? Et donc, dans le cadre du modèle simplifié, blablabla, on a des données, etc. Sachant que la machine thermique ne fait que convertir sans perte l'énergie qu'elle reçoit, donner la relation entre Q de l'eau, Q de l'air et W. Voilà. Bon. Eh bien, regardez votre machine thermique. Qu'est-ce que vous avez? On a deux choses qui rentrent, d'accord? Et on a une chose qui sort. Et donc, ce qui rentre est égal à ce qui sort, c'est-à-dire que l'énergie, la chaleur reçue par l'air, plus le travail fourni, sera égal à la chaleur cédée par l'eau. Voilà, très simple. 3.3. Sachant que dans le circuit primaire, l'eau entre dans la machine thermique à la température moyenne de 10 degrés Celsius pendant les 6 mois de fonctionnement du chauffage des logements et des bureaux, avec un débit de 10 exposant 2 mètres cubes par heure, quel mode de chauffage peut-on envisager pour chauffer les logements voisins? Alors, pour choisir entre les deux modes de chauffage,
Mais il faut déterminer à quelle température sort l'eau du circuit primaire. L'énergie, alors, pour une journée, on sait que Q de l'air, c'est 5,2 10 exposant 11 joules. C'est donné. D'accord? C'est l'énergie thermique fournie par l'air en une journée. L'énergie électrique reçue par la machine vaut W est égal à 1,010 exposant 5 fois 3,6 10 exposant 6, ce qui fait 3,6 10 exposant 11 joules. Remarquez ici que j'ai juste transformé des kilowattheures en joules. Ok? Rien de terrible hein, là-dedans. Ok, donc la chaleur communiquée à l'eau, Q de l'eau, qui est égale donc à 8,8 10 exposant 11. Oui, c'est, entre parenthèses, la somme de Q de l'air plus W que je viens de calculer ci-dessus. Voilà, voilà. Alors, continuons. Le volume d'eau chauffée chaque jour, le volume d'eau par jour, c'est quoi? C'est 200 fois 24. Ok, donc ça fait 4800 mètres cubes. On peut donc écrire que la chaleur ici fournie par l'eau, qui est C de l'eau fois la masse de l'eau fois delta θ, c'est-à-dire la température finale moins la température initiale, sachant qu'on cherche la température initiale, la température finale, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? La masse de l'eau, c'est combien? La masse de l'eau, c'est 4800 fois 1000, d'accord? Puisque j'ai 4800 mètres cubes. Donc là, j'ai 4800. Dans un mètre cube, il y a 1000 litres. 1 litre, ça équivaut à 1 kg. Donc 4800 fois 1000 kg. Voilà. 4800 fois 1000 kg. Et donc, je pourrais en déduire ici, puisque je veux la température finale, je pourrais en déduire que la température finale est égale à la température initiale plus la chaleur de l'eau divisée par la masse de l'eau fois la capacité calorifique massique de l'eau, d'accord? Où je remplace par tout ce qu'il faut. Ok? Il faut bien introduire θi. Il faut bien mettre la chaleur de l'eau, la masse de l'eau, fois la capacité calorifique de l'eau que vous connaissez. D'accord? Je vous l'ai répété plusieurs fois. Et donc, si vous faites ça, vous obtenez une température finale qui est de 54 degrés Celsius. Voilà. Alors, l'eau devra donc être utilisée dans les radiateurs, car elle est trop chaude pour être utilisée par plancher chauffant. Voilà. Donc, suivant les deux modes de chauffage que j'avais, qui pouvaient être finalement par plancher chauffant ou par radiateur, et bien dans ce cas-ci, le mode de chauffage à retenir sera par les radiateurs, parce que l'eau 54 degrés, sous les pieds, c'est un petit peu trop. Voilà. Donc ce sera par radiateur. Bon, c'est pas trop évident, le 3-3, éventuellement. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette question? Comment je vais faire? Eh bien, il faut évidemment déterminer quelle est la température de l'eau qu'on va devoir transmettre, d'accord? Il faut savoir à quelle température sort l'eau du circuit primaire pour savoir si on va pouvoir mettre un plancher ou s'il faut mettre des radiateurs eux-mêmes. Or, la température étant trop forte, il faut passer par les radiateurs. Voilà. Et donc, il fallait calculer finalement
cette température finale. Tout ça en passant par les quelques calculs qui ont été effectués ici. Voilà, eh bien écoutez, ça termine cet exercice, ça termine aussi tous les exercices de ce module. J'espère qu'il vous a bien plu, moi oui dans tous les cas, et je vous attends alors avec impatience dans le prochain, la fois prochaine. À bientôt. Salut, salut.